Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. C'est une nouvelle saison et un nouveau Milan que nous vous présentons aujourd'hui. Sous l'égide de ces nouveaux dirigeants, le club que nous supportons depuis une trentaine d'années pour certains a en effet beaucoup évolué et c'est ce que nous allons commenter aujourd'hui avec Aristipp et Feli. Salut à vous. Bonjour. Bonsoir. On démarre avec la synthèse d'Aristipp sur le mercato et peut-être l'été en général. Le mercato et l'été ont été chauds, hein. Il y a eu beaucoup de chocs. On peut pas dire que le Milan AC ait été épargné par les doutes cet été. Un premier choc, hein, puisqu'on en a parlé effectivement, MJ, et peut-être que Philippe était là aussi à la fin de l'émission fin de bilan de saison, en parlant du premier choc, la retraite, alors même si c'était une fausse surprise, mais quand même la retraite d'Ibra, hein, qui a eu lieu lors de la dernière journée à domicile à San Siro, et les ses adieux à San Siro. Donc on s'y attendait, mais le vrai choc, disons, c'était 2-3 jours après, quand on a appris le 6 juin que Maldini et Massara avaient été virés par le président Cardinale. Donc là, c'était vraiment un deuxième choc qui est tombé sur la tête des Milanistes. Et pour terminer ce mois de juin, on a eu entre-temps aussi le décès de Silvio Berlusconi. Et pour terminer ce mois de juin en beauté, on a vu des rumeurs insistantes sur plusieurs de nos joueurs, dont Tonali. Et ces rumeurs se sont malheureusement concrétisées, hein, aux grandes dames je dirais, de quasiment tous les supporters, puisque en fait Tonali a rejoint effectivement Newcastle pour un montant de 70 millions, bonus compris, A-t-il été fin juin. poussé à partir? Alors effectivement, il y a eu plusieurs débats. Il y a ceux qui pensent qu'ils croyaient plus au projet suite au départ de Maldini et Massara, d'autres qui pensent que Cardinal l'a vendu parce que voilà, il y a eu Newcastle qui a fait une offre, disons, impossible à refuser selon la direction milanaise. Moi, je pencherais plutôt pour cette deuxième option, mais même si la première était vraie, j'ai envie de dire que on a tous été dans le flou suite au départ de Maldini et Massara, donc je pense que les joueurs ont été vraiment ébranlés, à commencer même par les AO sur ce que j'ai vu sur Twitter ou autre. Il y avait même Maignan qui a posé un tweet avec une photo de lui à Milan avec un point d'interrogation suite au départ de Maldini. Donc les joueurs ont été très ébranlés, donc j'ai pas envie d'en vouloir, même s'il a eu des envies ou qu'il n'a plus cru en ce Milan, c'est tout à fait légitime pour Tonali. Donc moi je suis plus déçu que la bandiera de cette équipe en fait parte. Alors avec une somme astronomique, puisque je pense que c'est le record italien en termes de somme, en termes de vente, puisqu'on a 70 millions, bonus compris. Mais voilà, ça fait vraiment très mal. Et Donc un premier si j'en match très réussi contre Aston Villa, beaucoup moins contre City il y a quelques jours, à suivre. Ouais, un premier match que j'ai vu d'ailleurs, alors je l'ai pas vu contre City, j'ai vu contre Aston Villa, effectivement, superbe but dès les premières minutes de jeu. Il fait alors pas une passe décisive, mais un super coup de pied arrêté qui amène à la passe décisive ensuite. Donc non, il a été génial. Après, c'est vrai que le contre City, je crois que de ce que j'ai vu de Newcastle, effectivement, ils sont tous un peu passés à côté face à l'armada qu'est City, c'est pas non plus étonnant. Et du coup, je vais enchaîner avec les départs, puisqu'on parlait de Tonali, ça a été notre principal départ. Mais il y a eu aussi Brahim Diaz, n'oublions pas, qui est parti du Milan parce qu'il était en prêt, l'option d'achat n'a pas été levée et il est reparti au Real Madrid. Charles de Ketelaar, qui est parti en prêt avec option d'achat, donc après 3 millions et 24 millions d'options d'achat à l'Atalanta. Pour continuer sur le mercato de l'année dernière, du coup, avec les joueurs arrivés il y a tout juste un an, on va parler de Messias, qui a été finalement, dont l'option a été levée l'année dernière. Il est parti pour 2 millions cette année. Serginho Dest est retourné au Barça, pardon. Et Vranks est retourné à Wolfsburg. Donc là, finalement, on vient de citer entre Diaz et Vranks, là, 5-6 joueurs, tous qui sont déjà repartis, ce qui aussi, effectivement, met un peu une claque, une pique, je dirais même, au mercato d'il y a un an, puisqu'en fait, à part Malik Thio, aucun joueur ne s'est imposé dans cette équipe. Si on continue après rapidement avec les départs, on a eu Rebic qui est parti libre au Beşiktaş, Gabia en prêt à Valence parce qu'il n'était pas sûr d'avoir beaucoup de temps de jeu cette année, encore une fois, Tatarusanu fin de contrat, Maldini en prêt à Empoli et enfin Lazetic qui est également parti en prêt. Ah, Feli vient de me dire effectivement, j'avais oublié, j'ai oublié mon chouchou, Thiemo Bakayoko. Bah, tu vois, je l'avais oublié, comme quoi il m'a beaucoup marqué ces dernières années, mais tu as raison, il est effectivement parti aussi du club. Donc beaucoup de départs, dont un ou deux qui font très mal, notamment même Charles de Ketelaar, qui a marqué d'ailleurs son premier but, hein, je sais pas si vous l'avez vu, avec l'Atalanta, la semaine dernière, en rentrant en jeu à la 60e minute. Donc il lui aura fallu 30 minutes pour marquer un but, ce qu'il n'a pas fait en Milan en une trentaine de matchs l'année dernière. Mais bon, moi je suis convaincu qu'on ne lui a pas laissé assez de temps, mais c'est un autre débat.
Et enfin, sur les arrivées, elles ont été nombreuses. Alors, très internationales, très peu italiennes, voire pas du tout. Que des internationaux, Bah on a notamment deux l'habitude depuis Américains. quelques années, hein, c'est un peu le leitmotiv du Milan, hein. Oui, alors, encore plus exacerbé, parce que c'est vrai qu'on avait toujours l'habitude de... Bon, un Pobega qui a grandi au club, il y avait aussi Florenzi qui nous avait rejoint. Bon, Calera, ça Oui, commence à dater, des mais remplaçants pour les listes c'est européennes. vrai. Les fameux quotas de la Oui, loi c'est ça. Tavecchio qui devaient être durcis, d'ailleurs ça n'a pas été fait. Je te laisse continuer. Bah là, même les quotas, on a même pas, hein, parce que ah si, je crois qu'il y a le Pellegrino, le défenseur central, qui a la double nationalité italienne et argentine, je crois, qu'on a recruté à Platense pour 3,5 millions d'euros. Mais sinon, effectivement, quand même des grosses recrues assez intéressantes, hein, on peut pas le nier, même si c'est vrai moi, je boude mon plaisir depuis ce mercato et le départ de Tonali et Maldini, mais faut avouer qu'il y a des joueurs avec des noms ronflants, notamment Pulisic, qui est venu pour 20 millions plus quelques millions bonus de Chelsea. Loftus-Cheek qui est venu également de Chelsea pour 16 millions plus 4 bonus. Chukwueze, un ailier très intéressant, un ailier droit très intéressant de Villarreal pour même pas 30 millions. Moussa, qui est un autre Américain, du coup, lui, qui vient de Valence pour une vingtaine de millions. Et il y a également Reinders, du coup, le Hollandais, je crois, qui est arrivé pour une vingtaine de millions de l'AZ Alkmaar et qui a fait une très bonne pré-saison et ainsi qu'un très bon match contre Bologne il y a quelques jours. Et enfin, un joueur qu'on connaît bien, Okafor, puisqu'il avait joué, il avait joué le match contre Milan avec Salzbourg en Ligue des Champions en aller-retour. Il nous avait fait très très mal d'ailleurs. J'étais très content de sa venue. Et il est venu pour seulement 14 millions d'euros. Et enfin, l'Italo-Argentin Pellegrino, qui est défenseur central pour 3,5 millions. Donc voilà le mercato en termes d'achat pur, mais il faut pas oublier aussi Luca Romero, un autre Argentin sur l'aile droite qui vient libre de la Lazio, ainsi que le retour de Colombo, sur lequel j'espère qu'on pourra compter cette année en tant que vice Giroud, puisque Okafor est quand même, selon ce que j'ai pu lire et entendre, est amené plutôt à jouer sur l'aile gauche, donc, ce qui laisserait peut-être de la place à Colombo, sauf si on prend encore un attaquant et on lui met encore un attaquant dans les pattes. À noter les deux dernières choses dans les arrivées, quand même intéressantes. Promotion en équipe A de Bartesagui, du coup, qui vient parce qu'on était sur un défenseur latéral gauche pour remplacer Théo Hernandez, puisque Ballo-Touré était sur le départ, est toujours sur le départ d'ailleurs, et voilà, on va promouvoir pardon, un jeune Italien à ce poste. Pioli lui fait confiance, donc je suis pressé de voir ça. Et Chaka Traoré, qui est un ailier gauche, qui a été également promu en Serie A. Et enfin, j'avais oublié évidemment, pardon, Sportiello, qui nous a rejoint depuis quelques temps déjà, dont le transfert a été officialisé il y a quelques temps en lieu et place de Tatarusanu. Et voilà pour les arrivées et les départs concernant le Milan cet été. Eh ben merci pour cette présentation très complète. Beaucoup de migration, donc c'est bien l'AC migrant comme je le surnomme depuis quelques années. Mais voyons si Feli approuve cette nouvelle direction du club et surtout ce mercato, ces arrivées. Feli, es-tu ravi, es-tu enchanté? Je dirais pas que c'est une nouvelle direction parce que le club suit la même direction depuis Elliott. C'est clairement ce que fait Elliott depuis quelques années. Là, effectivement, ça fait mal puisque Maldini est parti et Tonali également. Ce qui fait qu'on a perdu deux facteurs d'identité forts au club et ça, aucun nom ronflant ne pourra la remplacer. Alors, je suis d'accord, les noms sont plutôt intéressants, mais j'insiste vraiment sur le départ de Maldini et Tonali qui ont fait vraiment perdre cette aura un peu qui rayonnait, je dirais, en Italie surtout, mais aussi à l'international. Alors certes, maintenant on est connu parce qu'on a des têtes, on a des stars comme Leao, comme Théo Hernandez, mais Tonali et Maldini représentaient un petit peu ce qui restait de Milan. Et quand je parle de Milan, je parle de Milano, je parle de la ville italienne dans cet AC Milan. Voilà. Donc, c'est ce facteur-là qui fait que malgré les noms qui sont plutôt séduisants, il y a toujours ce côté amer qui me reste en bouche et je n'arrive pas vraiment à me réjouir à 100% de ce mercato. Alors que si on n'avait pas perdu un Maldini ou si on avait gardé un Tonali, franchement, j'aurais été le premier surexcité au vu des joueurs qu'on a eu parce que c'est des joueurs que moi j'apprécie beaucoup et même des joueurs que j'ai découverts parce que j'avoue que moi au début, voir un jeune même pas si jeune, hein, mais de la Z d'Akmar venir en Serie A à l'âge de 24 ans, il n'avait pas eu tant de matchs que ça avant en pro. Il a fait deux saisons complètes, mais c'est pas énorme pour un joueur qui vient des Pays-Bas. J'étais très sceptique et finalement ce joueur-là est un des joueurs qui me semble le plus près de cette équipe-là et vraiment une très bonne surprise. D'autres noms, par exemple comme Chukwueze, qui est un joueur que j'apprécie, que je connais un petit peu aussi et qui est vraiment un joueur très virevoltant, un peu le pendant de Leao
à droite et qui va nous faire beaucoup de bien. Voilà, même quelqu'un comme Loftus-Cheek, qui malgré ses blessures est un joueur vraiment très solide. Et je pense que ça va vraiment être un joueur qui va nous apporter beaucoup au milieu de terrain par sa technique et par ses percussions. Donc franchement, ces noms-là sont séduisants. Mais maintenant, c'est vrai que il y a eu le contre-coup qui, j'avoue, n'est toujours pas passé de mon côté, et je pense c'est beaucoup de supporters d'ailleurs. Voilà, vraiment ce contre-coup-là du double départ, du triple même, parce que Zlatan est aussi parti. Donc, on verra comment ça va s'acheminer tout ça parce que maintenant, on a perdu quand même au milieu de terrain avec le départ de Tonali. On va voir comment les joueurs qu'on a apportés, donc Regner, Loftus-Cheek, Moussa, vont pouvoir s'acclimater dans ce milieu de terrain-là, en complétant bien sûr Krunic, Pobega qui sont déjà là, en attendant Benacer. Moi, c'est vraiment ce secteur-là que je crains le plus. Parce que c'est vrai qu'en attaque, on a fait quand même 2-3 bons en avant. Passer d'une aile droite Messias, Saelemaekers à Chukwueze Pulisic, là je pense qu'on peut dire qu'on a passé quelques crans au-dessus. On l'a vu contre Bologne au premier match et même en pré-saison, ça fait la différence d'avoir un côté droit qui fonctionne vraiment bien. On voit que même quand Léao est peut-être un peu moins bien, on peut compter sur l'autre côté du terrain pour aller marquer des buts et faire gagner des matchs. Donc ça vraiment, je pense que c'est vraiment le point fort du mercato, c'est qu'on a vraiment renforcé notre point faible, vraiment, depuis des années qu'on traîne ce point faible. Et, quand on pense à Castillejo, quand on pense à Messias, quand on pense à Alessio Cerci, je vais encore plus loin. Peut-être le dernier bon joueur, et encore bon joueur, il y avait quand même pas mal de trous, c'était Sousso. Euh, donc là, c'est vrai qu'on a fait vraiment un bon pas Il en était avant. surtout très Encore, irrégulier parce que Souzo c'était 2 mois par an, hein. C'est pas le talent qui manquait, c'était la constance. bien sûr, il avait des trous d'air. Mais je veux dire, c'était quand même un joueur de talent. Et là, j'en attends vraiment beaucoup maintenant de ce nouveau côté droit, Chukwueze Pulisic, qui, à mon avis, va nous régaler. Au détriment peut-être du milieu de terrain, comme je disais tout à l'heure. Je ne sais pas parce que je crains des blessures de Loftus-Cheek et j'ai peur un petit peu. Moi, j'ai pas trop compris l'arrivée de Younous Moussa de Valence. Alors, peut-être alors certainement d'ailleurs, hein, que Moncada et ses équipes ont vu en lui en quelque chose. J'espère au-delà de sa simple nationalité américaine, parce que c'est vrai que les retours des supporters de Valence étaient vraiment pas terribles, pour dire médiocres. Donc on va voir ce qui va se passer pour lui, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le point d'interrogation de ce mercato, et il a quand même coûté 20 millions d'euros. Donc on va voir. J'ai un petit peu de doute aussi concernant Okafor, je vous avoue, parce que malgré le fait que il nous a mis la misère en Ligue des Champions, ça on est d'accord, on se rappelle tous de ce coup de rein qu'il a mis à Kalulu pour marquer contre nous. Finalement, quand on regarde ses statistiques, il y a eu aussi une grosse blessure en fin d'année 2023 et pas beaucoup de buts, hein, pour un attaquant, surtout pas aux Pays-Bas, je veux dire en Autriche. Donc ça manque un peu de buts, on va voir, hein, j'ai pas envie de le juger avant de l'avoir vu, mais on se rappelle aussi de Jans-Peter Hauge qui nous avait massacré en Ligue Europa et qui finalement, une fois arrivé à Milan, n'avait pas montré grand-chose, du moins pour plaire à Stefano Pioli. Donc on va voir pour Noah Okafor. Après, sinon les autres noms sont plutôt intéressants, hein. Luca Romero, moi je trouve que c'est un bon petit coup. Euh, c'est un joueur qui avait fait pas à lui, notamment en Coupe du Monde U20 avec l'Argentine. Donc on va voir ce que ça peut donner. Il a marqué un très beau but en pré-saison. Marco Sportiello, je trouve que c'est un achat qui est très intéressant et un peu sous-estimé, notamment par le fait que Tatarusanu a eu quand même pas mal de temps de jeu ces dernières années. Et je pense quand même que Sportiello est quand même un cran au-dessus de Tatarusanu. Il avait quand même fini titulaire à un moment donné avec l'Atalanta. Donc je pense que c'est vraiment un joueur qui va nous faire du bien, à la fois sur le terrain, mais également malheureusement pour les quotas, comme tu l'as dit, MJ. Voilà. Quand je regarde un petit peu les départs, effectivement, Dès Ketelaere, pour moi, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle Maldini a été viré, mais pour moi, c'est vraiment... comment dire? À mon avis, c'est vraiment à rater en tout point. Parce que autant le joueur peut avoir du talent, mais il ne peut pas s'inscrire avec Stefano-Pioli. On l'a vu, son poste, c'était dans une double attaque. Et clairement, à Atlanta, il va se faire plaisir. Mais à Milan, c'était foutu pour lui. Dès le moment où on doit jouer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, il n'a pas sa place. Et c'est un joueur très difficile à placer tactiquement,
Et malheureusement, l'investissement qu'on a placé sur lui, à mon avis, a été loupé. Et moi, je comprends pourquoi est-ce que nos dirigeants et Stefano Pioli ont décidé de s'en séparer parce qu'à mon avis, c'était très difficile de l'inscrire dans le collectif actuel sans bousculer un peu tout ce qui a été construit depuis le retour en 4-3-3. Voilà. On pense aussi au départ de Gabia. Hein, tu l'as pas cité Aristide, mais lui aussi Si, part si, si, du si, si, côté de si, il l'a Villarreal. mentionné, il l'a mentionné. Ah, pardon. Il a Ouais, même je l'ai dit précisé que pour c'est parce qu'il avait Valence. peur de ne pas avoir assez de temps de jeu, ce qui était acquis d'ailleurs, il n'aurait pas eu de temps de jeu, on le Exactement. sait, les Italiens ne jouent pas. Et d'ailleurs, Pioli a parlé d'inclusion, il serait bien temps peut-être d'inclure les Italiens, parce que c'est l'inclusion des étrangers, l'exclusion des Italiens depuis quelques temps. Hein. L'inclusion c'est pour tout le monde, il faudra lui rappeler ça. Oui, mais à culpa, effectivement, Matteo Gabia qui est parti à Villarreal. Oui, je pense qu'il aura un peu de temps de jeu, je pense que ça va lui faire du bien parce que c'est un joueur qui, pour moi, n'a jamais été considéré à sa juste valeur. On l'a toujours un peu mis sur le côté alors que je trouve qu'il n'a jamais été vraiment mauvais. Je pense que ça va lui faire du bien. Et enfin, je veux juste finir sur l'intégration des jeunes parce que c'est vrai j'ai l'impression, alors c'est peut-être une impression, ça va peut-être être confirmé plus tard ou déconfirmé, à l'inverse, je ne sais pas, mais qu'on a une envie d'intégrer de plus en plus de jeunes. Alors, on l'a fait d'abord avec effectivement le latéral gauche pour remplacer Ballo-Touré. Mais il y a Colombo aussi, j'ai l'impression qu'on a envie de donner plus d'importance. Alors, on va voir s'il va rester ou pas au final, mais il y a l'envie de le prolonger jusqu'en 2027. Et puis, il y a aussi le jeune milieu de terrain dont j'ai oublié le nom. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà ça commence par un Z, qui a fait quelques matchs en préparation et qui n'a pas été mauvais. Voilà, il y a lui et il y a aussi évidemment Chaka Traoré. Et puis, il y a aussi Simic qui a aussi été très intéressant en préparation. Donc, c'est peut-être une première chose que va instaurer cette nouvelle direction, c'est vraiment peut-être pousser quelques jeunes à jouer plus souvent. Pour les Parce vendre que c'est dans vrai, 3 ans. alors ça ne l'exclut pas, c'est vrai. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a vu très peu de jeunes du centre de formation avoir ne serait-ce qu'un peu de temps de jeu, en dehors de Pobega, bien sûr, mais après ses retours de prêt. Voilà. Et je pense aussi, une dernière chose, au départ manqué. Parce que c'est vrai que là, quand même, on parle beaucoup d'achats et de ventes, mais il y a quand même pas mal de ventes manquées. Je pense notamment à une qui me surprend personnellement, c'est Origi, qui n'a pas trouvé de marché. Alors, je ne sais pas si c'est parce que lui, il ne voulait pas partir, mais entre le marché arabe et le marché anglais, je suis très surpris que Origi est toujours à Milanello le 25 août. Ça me surprend et c'est vraiment dommage parce que c'est un joueur qui un des plus gros salaires de l'effectif et qui est en train de se transformer doucement en point mort, à l'instar d'un Caldara qu'on n'arrive pas à faire partir, qui a un salaire trop gros pour les clubs de bas de tableau, qui est malheureusement son niveau maintenant, puisque l'année dernière il a été plutôt mauvais avec la Spezia. Je pense notamment aussi à Fodé Ballo-Touré, qui lui, bon, bien sûr, on le savait dès ses premiers matchs qu'il n'avait pas le niveau pour jouer au club et maintenant on se retrouve avec lui et il refuse les destinations anglaises, il veut rester en Italie, mais en Italie, peu de clubs peuvent se permettre son salaire et même de l'acheter au Milan. Et je crois que c'est tout en termes d'indésirables, mais ça fait quand même pas mal. Trois indésirables qui sont vraiment qui pèsent un petit peu sur les salaires et qu'on n'arrive pas à faire partir. Très bien, merci pour tes réactions. On va donc passer à l'équipe type en commençant par la défense d'Aristide, puisque chacun sait que Maignan sera titulaire. Donc Aristide, qui titulariserais-tu en défense? De la gauche vers la droite, disons défenseur gauche, Théo Hernandez évidemment. Et c'est vrai que la défense centrale, c'est un vrai casse-tête, messieurs, parce qu'on a parlé du milieu de terrain qui est à reconstruire, mais la défense centrale, même s'il n'y a pas disons, de nouveaux joueurs, du moins pas pour le moment, on a quand même un vrai chantier, hein, avec des joueurs qui sont hors de forme ou qui sont décevants depuis un an. Mais si je dois en choisir deux, je vais prendre un risque, hein, je vais mettre Kier, en espérant que ses pépins physiques le laissent derrière lui. Évidemment, c'est la condition, parce que je pense que c'est notre meilleur défenseur, mais sans aucun sans aucun problème, pardon, s'il est dans une forme ne serait-ce que correcte. Et à côté de Kier, je vais mettre, en fonction de la forme, Thio, Tomori. J'ai mis d'abord Thio, et après je me suis dit, allez, on va peut-être laisser une chance à Tomori. Donc je vais mettre Kier, Tomori, mais en tout cas l'importance de Kier aussi, c'est la relance. Il a vraiment un jeu court et un jeu long, je trouve très intéressant, ce qui nous a beaucoup manqué l'année dernière parce qu'on a vu que quand c'était Tomori Thio ou Tomori Kalulu en défense centrale, on n'arrivait pas à relancer proprement en partant de l'arrière et ça nous a vraiment manqué. Et enfin à droite, je vais mettre Calabria et pareil, hein, j'ai un peu la même crainte qu'avec Kier, c'est-à-dire que j'ai un peu peur que ses soucis physiques soient vraiment un handicap cette saison pour nous. Parce que surtout que sur ce poste-là, il y a que lui. Et puis, enfin, il y a que lui dans le sens où Florenzi, bon, on sait pas vraiment combien de temps enfin, dans quel état de forme il est vraiment. Il a pas beaucoup joué l'année dernière. Finalement, il est arrivé il y a 2 ans, il a fait quoi, 2, 3 bons mois.
Donc il n'y a aucune assurance à ce poste de défenseur latéral droit et ça m'inquiète également, donc Calabria par défaut. Calabria qui serait donc le seul Italien titulaire dans cette équipe. Moi j'avais même pensé qu'il serait rayé de la carte, je suis surpris de le voir encore titulaire, on verra les plans de Pioli concernant cette aile droite. Voyons si Feli a la même défense. Alors moi, je suis surpris quand même que Aristip, tu enlèves Thio parce que pour moi, c'est récemment notre meilleur défenseur. Alors certes, il fait encore quelques erreurs de jeunesse, mais je trouve que c'est le défenseur le plus serein qu'on ait. Contrairement à un Tomori dont je crains vraiment une saison de trop là, parce que c'est vrai que la pré-saison n'a pas été au top pour lui. La saison dernière non plus d'ailleurs, il a été unanimement flop numéro un. J'avais bon espoir qu'il se ressaisisse pour cette saison, mais là c'est vrai qu'au niveau de la préparation estivale, ça n'a pas été très rassurant. Je le mets quand même avec Thio parce que c'est vrai que Kier n'est pas non plus ultra rassurant, faut le dire. Et puis surtout, enfin, je pense que à l'âge de Kier, revenir d'une blessure comme il a eu, c'est très compliqué. Je pense que ça peut le faire comme troisième défenseur, mais Kier titulaire, j'ai un peu de mal à le voir. Alors je te rejoins complètement sur le fait que c'est notre fer de lance en défense centrale, c'est qu'il est de loin notre joueur avec le plus de technique à ce poste-là. Mais malheureusement, je crains que ce soit un petit peu tard pour notre ami danois qui avance doucement vers la fin de sa carrière. Donc pour moi, notre duo de défense, ça doit rester Thio Tomori, à défaut de mieux concernant l'anglais, et en espérant que Thio voilà, fasse peut-être un petit peu moins d'erreurs et prenne en galon cette année. Parce que franchement, c'est un joueur, on n'en parle pas beaucoup, mais qui a vraiment pas mal de talent. Et à droite, bah, écoutez, je reste sur Calabria, mais attention parce que moi j'ai trouvé Kalulu plus que correct à ce poste-là. Et pour moi, le vrai concurrent de Calabria, ce n'est pas Florenzi qui est comme à l'instar de Kier et un peu sur les rotules, mais qui est Kalulu, qui est peut-être moins bon sur la relance courte, à l'instar de ce que veut proposer Pioli là, en mettant les latéraux vraiment au milieu de terrain. Mais le français est un bien meilleur centreur que Calabria, même si Calabria n'est pas forcément le pire, hein. Mais Kalulu est vraiment un bon centreur. Et faut voir aussi Calabria comment il se remettra de ses pépins physiques. Et je trouve que quand même de temps en temps, il a tendance un petit peu à prendre l'eau face aux ailiers un peu vifs, notamment contre Bologne. Je pense à Bologne clairement. Après, bon, il revenait de blessure. C'était pas forcément le meilleur moment pour le relancer, mais on sait que Calabria, dans ce genre de match, il peut prendre l'eau. Contrairement au gros match où je trouve que justement Oui, tout l'Italien est répond. possible. Contre Naples par exemple, il avait été très bon l'année dernière. Mais je trouve que dans les gros matchs, Calabria est plutôt bon, mais c'est en général contre les petites équipes où il y a un no-name qui le terrasse. Voilà, donc c'est dommage pour l'Italien. Bon, on verra. La Calabria, c'est vraiment, c'est ça le truc, c'est qu'il est souvent irrégulier d'une saison à l'autre. Donc on verra si cette saison-là, c'est tombé sur pile ou face. Bien, alors le milieu de terrain est un chantier, vous l'avez dit tous les deux, Aristide. Qui titularises-tu? C'est très compliqué parce que je connais quasiment aucun joueur en fait à part Krunic. Enfin à part Krunic et Pobega, je connais quasiment aucun joueur parce que je compte pas Benacer puisqu'il il reviendrait en janvier-février, donc après la CAN, donc c'est-à-dire que Et la on moitié parle de même de saison. velléité de départ, il y avait des rumeurs qui ont circulé cet été. Oui, ouais, bah, je serais pas étonné, complètement, ouais. Bon, après, vu son état, honnêtement, je sais pas quel club peut s'aligner sur un joueur qui s'est blessé, qui en a pour 6 ou 7 mois, mais, mais je serais pas étonné. De toute façon, Benacer, ça fait des années, avec ou sans le départ de Maldini, hein, on sait plus ou moins qu'on n'est qu'une étape dans sa carrière de footballeur, et, alors après, quoique, ça veut rien dire, parce que finalement, Tonali est parti bien avant lui. Mais bon, c'est encore un autre débat. Pioli veut jouer en 4-3-3, il l'a montré, et puis il a fait un 4-3-3 contre Bologne. Donc je vais partir du principe, avec la vente de Ketelaere notamment, qu'on va passer à 3 milieux de terrain. Surtout qu'on a recruté quand même beaucoup de milieux, hein, puisqu'on parle de 3 nouveaux milieux de terrain, Loftus-Cheek, Reinders et Moussa. Je vais partir sur Krunic en numéro 6, disons. Donc le plus bas dans le milieu à 3 par défaut, parce que pour moi il nous manque quelqu'un à ce poste. C'est pas que je n'aime pas Krunic ou que je trouve ce joueur n'a pas sa place à Milan. Au contraire, j'ai énormément d'affection que je rappelle dans chaque émission de Casa Milan pour ce joueur. Mais de un, je le vois peut-être pas titulaire indiscutable dans ce Milan. Et de deux, je le vois surtout pas titulaire dans ce poste de numéro 6 qui pour moi vraiment nécessite un besogneux. Un vrai besogneux, donc quelqu'un d'un peu plus physique, quelqu'un qui est peut-être moins tourné vers l'avant que Krunic, qui est peut-être sûrement moins polyvalent, mais qui récupère, qui est très agressif sur le porteur du ballon et qui récupère beaucoup de ballons. Et c'est pas pour moi le cas de Krunic, donc par défaut je le mets quand même parce qu'on n'a pas
autre chose d'autre. On peut avoir Pobega, mais je suis pas sûr que ce soit son poste non plus. Pour moi, c'est plus un 8. Non, et puis il va falloir Krunic, qu'il monte en puissance parce que la saison dernière c'était pas terrible, hein. c'était pas ça du tout, c'est vrai. C'était pas ça du tout. Du coup, en 6, Krunic. En 8, Reinders, qui a fait une pré-saison très bonne et qui a fait un très bon premier match contre Bologne. Après, voilà, point d'interrogation, parce que finalement, je l'ai vu jouer 2 fois, ce garçon, donc je le mettrai là. Et troisième, j'hésite entre... j'ai vraiment peur de Loftus-Cheek. Alors, Feli parlait tout à l'heure des blessures. Moi, c'est pas ces blessures qui me font peur, c'est vraiment son niveau. C'est vraiment son niveau, parce que ce que j'ai vu à Chelsea ces dernières années était vraiment moyen, si ce n'est pour pas dire mauvais. Et j'ai vu les matchs de préparation, j'ai vu les matchs contre Bologne et j'ai trouvé à chaque fois que c'était l'un des plus mauvais sur le terrain. Donc moi j'ai vraiment une inquiétude sur son niveau. Donc je serais pas étonné. J'espère que Pobega, on en parlait il y a ça paraîtrait fou parce qu'on a quand même mis plus de 20 millions sur lui, mais j'ai peur que ce soit un peu une erreur de casting. Alors j'ai pas envie de juger trop vite, même si là je juge. Ok, mais j'ai un peu peur de ça. C'est plus une crainte qu'un jugement. Et je serais pas étonné que Pobega, s'il fait des bonnes choses et peut-être qu'il a les moyens de les faire. Euh, passe, alors peut-être pas devant Loftus-Cheek, mais au moins fasse une vraie concurrence à un poste qui, pour moi, disons, on n'aura pas de valeur sûre à ce poste-là, parce que si on recrute pas, il nous manque vraiment une valeur sûre dans ce troisième milieu, quoi. Donc Loftus-Cheek, Pobega, je sais pas aujourd'hui, mais je suis pas rassuré j'ai aucune certitude sur l'un ou sur l'autre aujourd'hui. Eli, Effectivement, le milieu de terrain, c'est le secteur, je pense, où on aura le moins de certitude. La seule certitude, vraiment, je pense que ce sera Rade Krunic, qui, à mon avis, comme l'a dit Aristide, il faudrait peut-être avoir un autre joueur à ce niveau-là, mais à mon avis, Rade Krunic est l'indiscutable pour Pioli, en attendant bien sûr le retour de Benacer. Quoique, il faut se rappeler aussi qu'à un moment, la saison dernière, l'Algérien est passé derrière le Bosnien. Alors, sans doute parce qu'il revenait de blessure, mais il y a plusieurs fois où Pioli a préféré de mettre Krunic que Benacer. Donc, à mon avis, c'est vraiment que il apprécie vraiment beaucoup Rade Krunic. Donc, ce sera lui notre 6. Et sur donc les deux milieux de terrain, à mon avis, ce seront les deux qui sont partis titulaires à Bologne, hein. Ce seront eux les titulaires, plus ou moins fixes. Mais Reijner, s'il continue comme ça, bah, il n'y a aucun doute. Et puis Loftus-Cheek, à mon avis, c'est dans la tête de Pioli, c'est lui qui est titulaire. Maintenant, attention, moi, je pense plutôt que l'alternative de Loftus-Cheek, ce serait plutôt Moussa, euh, puisque les deux sont droitiers, donc je jouerais plutôt Mezzala droit, tandis que Pobega, qui est gaucher, jouerait plutôt à gauche. Mais ça ne veut rien dire, puisque au dernier match, Pobega est rentré à la place de Loftus-Cheek. Donc bon, à voir. Mais je pense que quand même, dans la tête de Pioli, l'anglais est numéro un. Et effectivement, bon, c'est peut-être pas le joueur le plus fiable Loftus-Cheek, mais moi je garde en tête sa saison sous Sarri, justement, où il jouait en 4-3-3. Et dans cette position-là, il a réussi à retirer le meilleur de l'anglais. Alors que sous les prochains entraîneurs de Chelsea, il a un peu baladé un peu partout. Et forcément, bah, ça a nuit sur son niveau. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment ça le trio partant jusqu'au retour de Benacer. très bien, on passe à l'attaque, qui donc est le point fort de l'équipe, le nouveau point fort de l'équipe, Aristide, qui titularises-tu? Bah, si on joue avec 3 attaquants, comme ça semble être le cas, c'est très compliqué. Alors, Leao à gauche, évidemment. Je pense que Giroud part titulaire dans mon cœur et je pense qu'il le part aux yeux de Pioli parce que bon, c'est un joueur qui nous a énormément aidé, qui nous a apporté des points et même un titre finalement parmi d'autres joueurs, hein, mais il a été prépondérant. Il mérite d'être titulaire, évidemment. Après, je serais content qu'Okafor le fasse un peu plus souffler et le mette un peu plus entre guillemets en difficulté, bien plus en tout cas que ce qu'a essayé de faire Origi l'année dernière, c'est-à-dire pas grand-chose, quoi. Donc c'est-à-dire que c'était vraiment une catastrophe, on pouvait pas compter dessus. Donc je compte vraiment sur Okafor pour pas mettre Giroud sur le banc, ne serait-ce que cette année, mais jouer peut-être un tiers des matchs quand le Français est un peu fatigué, quitte à jouer les matchs peut-être moins importants où on verra le Français, j'imagine, en Ligue des Champions, parce qu'il est toujours très bon en Ligue des Champions, il connaît la compétition, et voir Okafor peut-être contre des plus petits clubs. Donc voilà, j'attends une passation qui se fera en douceur entre les deux, mais je mettrai Giroud titulaire, et enfin à droite, gros point d'interrogation, parce que Pulisic, je l'ai déjà vu jouer. C'est un joueur qui m'a beaucoup plu, notamment à Dortmund, avant d'aller à Chelsea et de se perdre peut-être un petit peu. Chukwueze, je vous avoue que je n'ai vu aucun de ses matchs avant qu'il arrive au Milan. J'ai vu son profil, j'ai vu pas mal de choses. Ça a l'air d'être un très bon dribbleur. Effectivement, Feli parlait du pendant de Leao à droite. Bon, ça a l'air d'être ça sur ce que j'ai entendu et sur ce que j'ai vu. Après,
Après, je pense qu'il y aura vraiment une concurrence entre ces deux joueurs. Je pense même que Pulisic, qui à la base est autant, voire plus ailier gauche qu'ailier droit, pourrait aussi faire souffler Leao en cas de blessure ou autre. Donc Pulisic pourrait passer à gauche et Chukwueze à droite. On pourrait même repasser, soyons fous, avec les quatre joueurs alignés, avec un milieu offensif un peu derrière, un Pulisic un peu en MO et un Chukwueze à droite. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de possibilités. C'est vrai que cette attaque, ce mercato vraiment a mis on a mis vraiment beaucoup de billes en attaque avec un mercato de qualité, des joueurs de qualité. Et je pense qu'il y a beaucoup de systèmes de jeu différents à faire en attaque et de combinaisons à faire, d'autant que les joueurs comme Pulisic ou même Chukwueze sont plutôt polyvalents, voire Okafor qui peut jouer à gauche et en pointe. Donc là, je mettrais Leao, Giroud, Pulisic, mais je pense que ça va beaucoup changer en fonction de la forme, des systèmes de jeu adoptés aussi par l'adversaire et des blessures de chacun. Voyons si Feli réussit à trancher ce débat de l'aile droite. Clairement non, parce que ça va se jouer à la forme du moment. Là, en ce moment, contre Bologne, on a vu un Pulisic rayonnant. C'est clair qu'il va continuer à être titulaire pendant les prochains matchs, surtout qu'il est arrivé bien plus tôt que le Nigérian. Donc c'est évident que Pulisic va être titulaire pour le moment. Maintenant, c'est vrai que à terme, moi, au début, je voyais plus Chukwueze être titulaire. Sachant que Pulisic peut rentrer aux trois postes devant. Effectivement, moi, je pense qu'à terme, peut-être que le Nigérian sera titulaire. Et avec Pulisic, qui sera notre premier super sub, qui peut à la fois rentrer en tant que milieu offensif, buteur, ailier gauche. Et donc, ça ferait souffler nos joueurs et puis ajouter du danger devant. Donc, moi, je le verrais plutôt comme ça, effectivement. Giroud, pour moi, reste titulaire parce que Okafor, je pense qu'il aura besoin d'un petit temps d'adaptation, à la fois au poste de numéro 9 esselé et aussi de la Serie A. Et donc, à mon avis, Giroud, tant qu'il donnera des matchs comme ce qu'il a fait là contre Bologne, à mon avis, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il sera titulaire parce que ça reste quand même une valeur sûre. Alors, c'est pas non plus, il est pas dans c'est pas le joueur le plus frais, mais il reste quand même très fort, notamment dans le jeu aérien, notamment sur les remises, on l'a vu. Et puis, c'est quand même un joueur de surface, donc à mon avis, il restera bien à sa place. Et puis, évidemment, à gauche, Leao qui est à l'instar de Théo Hernandez, dont on n'a même pas parlé tout à l'heure, puisque ce sont nos deux joueurs qui sont vraiment inamovibles, avec Mike Maignan, évidemment. Euh, Leao, Hernandez, Mike Maignan, c'est notre trio, je dirais, de top joueurs qui bougent pas et qui sont. C'est vraiment sur eux que dépend notre saison. Messieurs, quelles ambitions, quelles attentes, quels pronostics pour mai 2024? Écoutons d'abord les prédictions d'Aristide. Sans faire le rabat-joie, j'ai l'impression qu'on est quand même qu'on a quand même démarré une saison de transition, la fameuse saison de transition. J'ai l'impression qu'on y est un peu. Hein. On perd toutes nos certitudes au milieu de terrain avec le départ de Tonali mais aussi la blessure de Benacer qu'il ne faut pas sous-estimer. Notre défense était quand même fait un peu peur. On a changé de directeur sportif. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs au milieu de terrain. On sait même pas d'ailleurs faire les compositions. En attaque, c'est pareil. On a beaucoup de doutes. Donc ouais, ça ressemble à une saison de transition. Donc en termes d'objectifs et d'ambition, pour moi, c'est le top 4. C'est le top 4. On peut pas dire aujourd'hui, ce serait vraiment ce serait vraiment beaucoup trop optimiste, voire même presque déconnant à mon humble avis de penser qu'on peut jouer le titre avec finalement aucun milieu récupérateur de métier, puisque j'en ai parlé, on n'a aucun 6, puisque Krunic démarre à ce poste-là, aucune assurance, tout risque en défense centrale, aucun défenseur sur lequel on peut s'appuyer, pas comme un Bastoni à l'Inter. Ou un Bremer ou autre à la Juve. Donc non, ça va être très compliqué de faire mieux qu'un top 4. Donc je dois voir en top 4. Et puis, on parle de la Ligue des Champions maintenant ou c'est après MJ? Si, bien sûr, il faut enchaîner, bien sûr. Ligue des D'accord. Champions, Coupe d'Italie, tout ce que tu veux. Que peut faire le Milan? Puis surtout, quelles sont les ambitions affichées par le club? J'imagine que le top 4, mais comme les années précédentes finalement, hein, reste l'ambition numéro 1. Mais enfin, tu sembles penser qu'il est difficile de viser mieux. Oui, c'est ça. Alors après, attention, l'année dernière, je pense qu'on visait encore le titre. Hein. On était quand même tenant du titre sortant. Pour moi, et moi, je pensais, alors même si je savais que ça allait être dur l'année dernière, je pensais qu'on pouvait le faire, ce titre. Je pensais pas que Napoli allait avoir ce niveau-là. Mais là, cette année, ouais, à part un top 4, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. L'Inter est mieux armé. Pour moi, pourra terminer premier du championnat. Pas aisément, mais quand même a de chances de le faire. Napoli, finalement, il y a eu quelques départs, notamment Kim, je crois, et peut-être un ou deux autres départs, mais je pense qu'ils ont une base solide. Je crois que c'est Spalletti qui est arrivé. Donc ça peut être intéressant. Et la troisième place, entre le Spalletti Milan qui et la devrait Lazio. remplacer Mancini normalement à la tête de la Nazionale.
Ah oui, tout à fait, oui, complètement. Et troisième place, ouais, alors ça se jouera peut-être entre le Milan et la Lazio qui fait un recrutement très intéressant, italien qui plus est, avec notamment, je crois, l'arrivée de Nicolo Rovella, qui est très intéressant au milieu de terrain en provenance de la Juve. Donc j'aime beaucoup leur mercato. Donc je pense qu'on va se battre avec la Lazio et la Juve pour la 3, 4, 5e place à peu près. Et la Juve, ça dépendra beaucoup de Chiesa, évidemment, qui revient en forme, qui a fait un très bon Ah oui, match là oui, contre oui. Udinese. Ah oui. Mais ça dépendra beaucoup de sa forme, hein, je pense. La forme de la Juve dépendra beaucoup de celle de la Ligue italienne. Et du coup, pour rebondir sur la Ligue des Champions, j'y viens enfin. On est chapeau 3, messieurs, je crois. Donc, chapeau 3, alors pareil, hein, sans être oiseau de mauvais augure, ça dépendra beaucoup du groupe sur lequel on tombera, si c'est un groupe plutôt clément ou non. Et donc, moi, mon objectif, ce serait quand même de sortir des phases de poule. Si on arrive en huitième de finale et qu'on est éliminé en huitième, ça me semble pas déconnant. Faut pas oublier qu'il y a quand même eu un miracle l'année dernière, alors avec un très bon match face à Naples peut-être, mais bon, on n'est pas quand on est Oui, et puis un tirage demi-finaliste, on face est à censé Tottenham, franchement favorable. aussi. Aussi, ou un tirage plutôt favorable, même si la phase de poule n'était pas simple et c'était pas des clubs très simples qu'on a affrontés. C'est vrai que face à Naples, on a fait un aller-retour superbe. Tottenham n'était pas dans la forme de sa vie, mais on a été très solide. Après, on n'était pas dans les 4 meilleures équipes du monde, contrairement à un demi-finaliste classique, ça c'est sûr. Hein, c'était vraiment la surprise. Donc voilà, huitième de finale, ce sera très bien. Si on peut faire mieux, tant mieux. Mais faut vraiment qu'on sorte des poules, je pense. Et après, ce sera du bonus parce qu'aujourd'hui, voilà, cette année qui sera de transition avec nos bandiera, que ce soit enfin sur le terrain qui est parti et même en dehors du terrain avec Maldini qui est également parti. Je pense qu'il va falloir un peu de temps et d'adaptation, que ce soit la nouvelle dirigeance, disons, ou ou aux nouveaux joueurs pour s'acclimater, notamment au haut niveau pour beaucoup de joueurs. Hein. Tu parlais de Chiesa, il a un avantage cette saison, c'est qu'il a fait l'intégralité de la préparation. Et ça doit C'est faire ça. quelques années que ça lui est pas arrivé. Donc c'est encourageant. J'espère qu'il va pas se reblesser, bien sûr, surtout en prévision de l'Euro, hein, parce que si l'Italie se qualifie, effectivement, là encore, il faudra un grand Chiesa. J'ai l'impression que l'avenir de l'Italie repose beaucoup sur ses épaules, vu que la concurrence à son poste n'est pas phénoménale. Mais on va d'abord demander à Feli quelles sont ses ambitions pour l'année. Partage-t-il ton scepticisme ou bien est-il plus optimiste? Non, si on veut être réaliste, clairement, le top 4, ce sera déjà très bien. Moi, je vois plutôt une année assez similaire à celle qu'on a passée. Ceci dit, moi, je ne trouve pas forcément que les autres clubs se sont plus renforcés. L'Inter a notamment perdu quand même quelques cadres, hein, et je pense surtout à Brozovic, dont l'impact à l'Inter est très très important. Enfin, était très important. D'ailleurs, la saison dernière, le moment où ils étaient moins forts, ça coïncidait avec la grosse blessure de Brozovic. Donc cet impact-là sera très important pour l'Inter. Le départ aussi d'Odana avec celui de Skriniar. L'Inter, bon, l'Inter c'est toujours sur de court terme, donc ils se sont renforcés sur de court terme, mais ils ont perdu sur le long terme. Donc on va voir comment ça va se passer pour eux. Mais Naples aussi, Naples ils ont perdu le meilleur défenseur du championnat, Kim Min-jae. Ils ont perdu le meilleur entraîneur, un des meilleurs entraîneurs italiens, Spalletti, pour le remplacer par Rudy Garcia, qui, sans manquer de respect à Rudy Garcia, qui a une carrière plutôt convenable, honnête en Italie, n'est pas aussi fort que l'italien. Je pense. Alors peut-être que la Juve s'est peut-être un peu renforcée. Peut-être que c'est un petit peu stabilisé. C'est vrai que la Juve a été un petit peu ballottée, avec notamment de nombreuses blessures. Là, peut-être qu'il y a un peu plus de stabilité à la Juve. On va voir comment ça va fonctionner, notamment avec Allegri. Il y aura toujours la Roma de Mourinho. Donc, il faudra faire attention. Bon, moi, heureusement que Mourinho est un piètre entraîneur parce que sinon, j'aurais eu peur d'eux. Mais non, je pense que eux, ce sera pas vraiment une grosse affaire. Tu as dit la Lazio fait un bon mercato, mais Atalanta aussi fait un très très bon mercato. Et Gasperini propose toujours une équipe très difficile à jouer. Je pense notamment à Scamacca et bien sûr à Charles De Ketelaere. Je pense que les deux vont très bien s'entendre. Excuse-moi de Euh, revenir un petit peu en arrière, mais tu penses vraiment que Mourinho est un piètre entraîneur? alors aujourd'hui, moi je suis J'en étais sûr que tu allais réagir. Ah oui, je suis très surpris quand même parce que. Oui. Alors moi, je suis le premier. Alors, je suis le premier à reconnaître que Mourinho était un très grand entraîneur. Ce qu'il a fait au Real, à l'Inter, c'était vraiment top. Mais là, ce qu'il fait à la Roma, ce n'est pas du foot, c'est du catch. Et moi, vraiment, cette équipe de la Roma, je ne peux plus la voir. Vraiment pas Je comme les ai pas Mourinho. vus jouer depuis longtemps, donc je suis mal placé pour parler, mais c'est bien que tu précises justement. Alors moi, du coup, je la regarde un petit peu. Et vraiment, contre nous, et puis même là, les premiers matchs contre la Roma, elle a d'ailleurs fait match nul. Franchement, c'est une équipe qui, s'il ne va pas à la bagarre, ne sait pas jouer au foot. C'est une équipe qui va constamment à la bagarre, qui est constamment sur les arbitres. C'est une équipe que j'aime pas et que vraiment, alors qu'avant, j'étais plutôt sympathisant de l'équipe de la Roma, mais depuis l'arrivée de Mourinho, j'aime pas du tout ce qui transmet à cette équipe-là.
Je m'en souviens aussi qu'à un moment, il avait tout mis sur Zaniolo. Vraiment, enfin, il en met beaucoup sur les joueurs. Il en met beaucoup aussi sur le club. Là, encore aujourd'hui, il a fait une déclaration, mais lunaire, sur la Roma. Il a dit Renato Sanchez est blessé. Ben, bien sûr, il est souvent blessé. Sinon, il serait pas à la Roma, il serait toujours à Paris. Des choses comme ça, enfin, qui sont. Je trouve qu'il manque de respect à la fois au club, voilà, à ses joueurs, qui transmet pas des bonnes choses à part la bagarre. Un joueur comme Leandro Paredes, voilà, il va parfaitement à la Roma. Un joueur comme Mancini aussi, voilà. Et donc, voilà. Petite parenthèse sur la Roma, mais c'est. C'est bien, tu as eu raison de préciser, on aura compris ton propos. Donc tu sais que l'Atalanta, c'était intéressant, et je te laisse terminer, bien sûr. Bien sûr, l'Atalanta, oui, qui fait un bon mercato et qui a pas perdu grand-chose. Contrairement justement à la Lazio, alors oui, la Lazio fait un bon mercato, mais Milinkovic-Savic, c'était à peu près 20-25 buts garantis par an. Donc on va voir comment est-ce que la Lazio va réussir à remplacer ça. Surtout après un premier match catastrophique où ils se sont vraiment fait renverser par Lecce. Donc on va voir. Euh, on va voir comment cette Serie A va progresser. C'est vrai que c'est assez indécis, hein, mais j'ai l'impression que depuis plusieurs années maintenant, avec le déclin de la Juve, chaque année on est un peu dans le flou et on attend qu'une équipe sorte un peu du lot. Alors l'année dernière c'était assez évident, c'était Naples. Cette année, je ne sais pas s'il y aura une équipe qui sortira à ce point-là du lot, mais je pense que notre ambition, on devrait le faire, notamment avec l'investissement qui est eu ce mercato, c'est le top 4. Et de la même manière, en Ligue des Champions, comme l'a dit Aristide, alors moi j'aimerais quand même aller jusqu'au quart. Je pense que c'est faisable d'aller jusqu'au quart. Effectivement, avec un tirage favorable, ce serait mieux. Mais je pense qu'on pourrait aller jusqu'au quart. Ce serait vraiment bien pour l'exposition internationale. Ce serait sympa. Bon, eh ben messieurs, on va passer au mot de la fin. Je vais démarrer parce que j'ai vu que le ministre des Sports, Andrea Abodi, voulait revenir sur cette arnaque qu'est le Decreto Crescita, présenté en 2019 comme le moyen de faire rentrer les cerveaux italiens au pays et qui est en réalité devenu une filière d'immigration sportive, comme on le voit au Milan. Et alors en admettant que ce décret soit réellement abrogé, ce serait donc enfin une bonne nouvelle après le mensonge de Gravina qui nous avait promis l'augmentation des quotas de joueurs italiens qui ne s'appliquera en réalité que pour les primavere. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle, les primavere bien sûr, mais moi je l'attendais en équipe première et c'est ce qu'il avait annoncé, donc il a failli à sa parole. On verra si dans quelques années les choses peuvent se mettre en place. Je voudrais quand même rappeler que les U19 italiens sont champions d'Europe en titre, que les U20 sont vice-champions du monde. Les U20 qui, à 3 exceptions près, coûtent tous moins d'1 million d'euros d'après la Gazzetta, donc l'argument du surcoût est caduc. Et j'observe d'ailleurs que certains clubs comme la Juve commencent à faire le job. On avait parlé l'an passé des Miretti, Fagioli et Gatti, et cette saison on voit débarquer le jeune Cambiaso qui fut le meilleur Juventino sur le terrain lors de la première journée avec Chiesa. Je dois également rappeler que l'Inter a perdu de peu la finale de Ligue des Champions avec 5 Italiens titulaires et que Fratesi vient d'être recruté certainement pour intégrer à moyen terme lui aussi l'équipe type. Comme quoi, à l'heure du football antinational, on peut encore observer quelques exceptions plus en accord avec l'héritage milaniste que le Milan lui-même. Aristide, quel est ton mot de la fin? Non, je trouve très bien le tien, donc je voulais un peu rebondir là-dessus, mais c'est très bien. Je rajouterais que si on peut prendre des Italiens, et moi je plus sois là-dessus, hein, je suis un grand fervent de ça, même si je le suis un peu moins que Roland ou toi. Euh, mais je préfère qu'on prenne effectivement des Italiens, que ce soit en jeunes à 1 million sur effectivement les U20, etc., plutôt que des gars comme des Caldara qui nous ont coûté des dizaines de millions d'euros pour ne jamais jouer, des Bartolacci, des Florenzi et autres. Donc voilà, je voulais aussi apporter ça, c'est quitte à investir, j'en ai marre qu'on investisse très peu sur les Italiens et surtout jamais sur les bons. Donc ce serait pas mal que ça change. Donc plus d'Italiens et surtout plus jeunes, voire même des meilleurs, ce serait vraiment top plutôt que des gars en délicatesse ailleurs et Oui, on mais tu sais ce qu'on va t'expliquer, Aristide. On va t'expliquer que les équipes de jeunes, comme d'habitude, obtiennent des résultats, mais non pas parce que les jeunes sont bons, ils sont juste mieux organisés que leurs adversaires. C'est ça qu'expliquent les mondialistes en général. C'est-à-dire que quand tu gagnes, de toute façon, t'as toujours tort. C'est systématiquement la même chose, sauf qu'en réalité, il y a du talent en Italie, on le voit depuis plusieurs années. En 2018, en 2017, on avait déjà des U17, etc., des U19 qui arrivaient en finale des grandes compétitions. On constate que ça se reproduit, et systématiquement, on fuit ces joueurs, ou alors on les laisse à la Juve qui, elle, sait tabler sur les jeunes réellement, quoi. Voilà. Et je trouve ça lamentable, surtout pour le Milan, dont, enfin, ça constitue quand même une partie de l'identité du Milan, quoi, cette italianité. Et là, malheureusement, il n'y a plus rien. Et Tonali, excuse-moi, hein, moi je tranche le débat, on l'a poussé à partir. Et il y a eu plusieurs déclarations dans ce sens, y compris de certains joueurs comme Leao, me semble-t-il, après son départ.
et plusieurs personnes bien informées, on va dire, qui se sont exprimées sur la question, des observateurs, des journalistes, etc., qui ont dit qu'en gros on a dit à Tonali qu'il faisait plus partie du projet, qu'il était plus capital et qu'il y avait de l'argent à se faire sur son dos et qu'il a compris qu'on voulait plus de lui et qu'il est parti pour ça. Et ça c'est bien malheureux parce que je pense pas une seconde que Tonali, qui avait baissé son salaire il y a 2 ans pour rester, il a tout fait pour rester, c'est son club de cœur, il est malheureux d'avoir quitté son club de cœur, d'ailleurs il a laissé entendre qu'il aimerait y revenir, soit parti de lui-même. Ça j'y crois pas une seconde. Mais je vais demander à Félix quel est son mot de la fin. Restip, tu pourras réagir après si tu l'entends, si tu le souhaites également. Mon mot de la fin, bon bah peut-être un petit peu plus tranquille. Moi je pense juste au prochain match. Je pense juste au prochain match contre le Torino demain soir. Voilà, j'espère voir une aussi belle prestation contre Bologne, alors avec un petit peu moins de trou d'air. Et puis en attendant la fin du mercato, on serait sur un numéro 9. Alors ça parle de Lukaku aujourd'hui. Moi personnellement, j'y crois pas du tout. C'est pas du tout c'est pas du tout dans le style de notre dirigeant de faire ce genre de coup. Il va sans doute aller à la Roma. Nous, je pense qu'on fera un petit joueur en prêt qui basculera Colombo à Monza. À voir qui ce sera pour faire souffler Giroud. Parce que je crois que Pioli veut que Lorenzo Colombo aille jouer pour qu'il soit plus prêt, pour qu'il revienne l'année prochaine. Bon, on est toujours en train de le pousser un peu pour retarder un peu l'installation de Colombo dans l'effectif, un peu comme ce qu'on a fait avec Pobega. Donc, a priori, à mon avis, ce sera l'ultime recrue de ce mercato à plus de 10 arrivées. Très bien, ben c'est fini. Donc sauf fait exceptionnel, rendez-vous à la trêve pour le bilan demi-saison. Quelques émissions post-match sont possibles, mais peu probables. Casa Milan reviendra en force pour l'Euro, si bien sûr l'Italie se qualifie. D'ici là, bonne rentrée à tous et à très vite. Salut! Ciao. Ciao.